Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions d'État, votre magazine qui parle d'actualité. Ce soir, nous allons rester essentiellement en République démocratique du Congo. L'actualité est riche. Pour en parler, nous recevons pour vous quelqu'un qui n'est plus à présenter. Christophe Lutundula-Apala est député national. C'est l'un des fondateurs du G7. Il est donc dans l'opposition politique depuis plusieurs mois de cela. Je lui dis bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. C'est un plaisir de vous revoir après quelques années. La dernière fois que je vous ai reçu, c'était sur un média de la place. J'aimerais vous demander comment se porte l'opposition, comment vous vous portez dans l'opposition. C'est pas facile. Oh, bon, personnellement, je ne dirais pas que c'est pas facile parce que d'abord, j'en ai eu l'expérience pendant la période de la conférence nationale et ainsi de suite, Union sacrée. C'était très fort. Ensuite, même quand j'étais dans la majorité, j'ai toujours eu mon indépendance d'esprit et ma liberté d'opinion. Même dans l'opposition, même au G7, nous fonctionnons de cette manière-là. C'est d'abord un problème d'idées, un problème de conviction et un problème d'engagement politique. Il est le même partout où on est. Je sais que, oui, quelque part, lorsque on est devant un pouvoir qui se durcit mieux, qui se radicalise, qui dérive vers la dictature, avec tout ce qu'on a connu dans ce pays, on se dit que bon, il faut bien s'armer de patience, il faut être assez productif en termes d'idées, de stratégie, et surtout avoir le courage politique. C'est cette épreuve-là à laquelle nous sommes soumis chaque jour, chaque heure, chaque seconde, jour et nuit, et nous sommes prêts. Alors, vous parlez d'un pouvoir qui dérive un peu dans la dictature. Si vous était demandé de faire une échographie à l'instant M, on parlerait de quoi? Un pays démocratique, un pays sous dictature? Comment pouvez-vous qualifier la période que nous traversons en République démocratique du Congo? Démocratique, je ne le dirais pas. Ce serait mentir. Il n'est qu'à voir les rapports des ONG de droits de l'homme, nationales et internationales. Il n'est qu'à voir, parce que je suis un ancien magistrat, la manière dont fonctionne cette institution, très noble par ailleurs, parce que la justice, c'est le dernier rempart des faibles, faibles par rapport à ceux qui ont le pouvoir, faibles par rapport à ceux qui ont l'argent, faibles par rapport à ceux qui ont la force physique. Et quand vous voyez la justice de mon pays aujourd'hui, moi comme juriste et ancien magistrat, ça me pose de problèmes. Quand vous tirez sur la justice, vous prenez ce qu'il y a de bon pour vous et de mauvais. Apparemment, c'est vous balancez entre les moments où ça vous intéresse ou pas? Non, non, c'est pas ça. C'est une appréciation globale. Une appréciation globale. Il y a des hommes et des femmes valables au sein de la magistrature. Mais dans l'ensemble, ayant passé un temps, ça fait pratiquement 30 ans. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que la justice n'est pas indépendante? Et non, c'est difficile. Peut-être qu'on va en parler, c'est difficile. Mais je ne vais pas tirer un peu trop sous la justice, parce qu'on dit que le politique tient tout à l'État. C'est comme ça que j'aime répéter ça. Colbert disait à Louis XIV, faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes finances. Et donc d'abord, c'est le leadership politique qui façonne le comportement des institutions et qui façonne aussi le comportement des citoyens. Et tout compte fait, quand on voit les choses aujourd'hui, on peut tirer deux ou trois conclusions. La première, c'est que bon, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite, parce que nous acceptons ça. La deuxième, c'est que nous sommes tous le produit de notre société actuelle. Et la troisième, c'est le leadership politique qui est malade, qui est chaotique. Ne demandez pas des miracles pour que tout fonctionne bien. Donc, revenons à la question de départ. Notre pays n'est plus dans la démocratie. On a commencé. Moi, je n'ai pas la langue de bois et je n'aime pas faire de la politique politicienne. Le président Kabila, à un moment donné, a donné des signaux positifs. Et nous y avons cru. Mais si vous remarquez bien, depuis qu'il est entré dans la deuxième partie de son mandat, plus rien ne compte. Ça veut dire quoi? Que vous êtes fait avoir? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est une excuse? Fait avoir, c'est-à-dire? Vous avez travaillé pour lui, vous avez travaillé pour la majorité présidentielle, maintenant vous avez changé, mais est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez... Non, attendez un peu là.
on ne peut pas porter de jugement par a priori. Il est vrai qu'à un moment donné, quand le président arrive, il débloque la crise qu'il a trouvée, politico-militaire. Quand le président arrive, on fait Sun City, on revient, la guerre se termine, on fait les premières élections qui ont été démocratiques. On a eu même s'il y a eu des contestations déjà. Attendez, les contestations ne manquent pas surtout en Afrique. Il faut voir l'ampleur de contestations. Okay? Et puis, il est incontestable que sur le plan économique et financier, pendant un temps, le Congo commençait à servir de modèle. Une croissance soutenue, en moyenne 8% l'an. Le pouvoir d'achat s'est amélioré, la stabilité des salaires, la régularité des paiements des salaires, des chantiers, des infrastructures économiques et sociales qui étaient déjà palpables. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, c'est ça la question. Donc, on ne peut pas nier ça. Moi, je ne fais pas de plein politique avec une vie d'intellectuel. Je n'aime pas ça. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Mais évidemment, il faut ressortir vite le fait qu'il a manqué, lui comme leader politique, disons, un engagement fort pour promouvoir des réformes structurelles. La réforme de l'État, ça n'a pas réussi. Vous voyez les provinces, vous voyez les administrations publiques. La réforme de l'armée ne se termine pas. La police non plus. La réforme de la sécurité, on ne l'a jamais, en tout cas, opérée. Sur le plan économique, l'industrialisation, zéro. L'agriculture est restée parent pauvre. Sur le plan économique, on a réussi la gestion conjoncturelle, la stabilisation de paramètres macroéconomiques. On a eu la remise de la dette. C'est bien. Mais le démarrage, passer du conjoncturel au structurel en termes de politique économique, on ne l'a pas fait. Nous avons vécu de la rente pétrolière et de la rente minière, plus évidemment, à un moment donné, une floraison dans le domaine de télécom. Oui. Et en ce moment-là, on a l'impression qu'on a commencé à dormir sous ses lauriers. Nous sommes restés... Mais c'est vous, acteur politique autour du chef de l'État, qui avez fait de lui... Attendez un peu. Quand on parle aujourd'hui, vous pouvez attendez, parler de dictateur, mais... Il y a une question de départ. Je n'évite pas ça. Je vous parle de ça par honnêteté intellectuelle. Vous comprenez? Mais on est resté dépendant du comportement des prix de nos produits, particulièrement pétroliers et miniers à l'essai. Donc, l'économie est restée vulnérable aux fluctuations de l'économie mondiale. Et là, il faut reconnaître qu'on n'a pas vraiment fait bouger. Il n'y a pas eu un effort de gestion fondamentale de l'économie. Vous comprenez? On a dû continuer. Alors, vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Et vous dites, vous êtes parti. Bon, je ne veux pas parler de moi. Parce que moi, bon, j'ai une idée, moi, je n'ai pas été mêlé à la gestion. Comme tel, j'ai soutenu le pouvoir et le gouvernement dans mon rôle de parlementaire. Et je l'ai fait. Et vous, parlementaire, vous avez été pour beaucoup en appuyant des motions qu'il ne fallait pas... On va venir. Si vous voulez retenir ça, ça fait partie de cet appui. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Mhm. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? C'est un peu le délice de pouvoir. Là, le phénomène impunité, il s'est amplifié. Et tout ce qu'on a aujourd'hui comme publication dans les grands médias internationaux... Les scandales financiers par-ci, oui, par-là. tous ces scandales financiers, c'est vraiment la preuve la plus palpable que tout ce temps, le président a raté ces chantiers-là. Et là aussi, une fois, la justice est concernée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de délice du pouvoir. Et c'est ça la responsabilité de sa ceinture. Parce que le pouvoir évolue par cercle concentrique. Ceux qui sont proches, et puis, et ceux qui sont à la périphérie, comme moi j'ai toujours été de ce côté-là. Et là... À la périphérie, c'est facile de le dire, vous étiez de la majorité présidentielle. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi je suis froid. Moi je n'ai jamais exercé des fonctions de décision. Ce n'est pas que je m'en plains. Non, pas du tout.
Là où j'ai été au Parlement, j'ai toujours bien travaillé. La preuve, c'est que, bon, sans être comme les autres qui ne vivent que parce qu'ils sont des ministres, j'ose dire, sans aucune vantardise, quelle opinion a la considération pour moi. Non, mais il ne faut pas non plus être... Il ne faut pas non plus pousser l'honnêteté à la malhonnêteté, en affirmant des choses qui ne sont pas vraies, parce qu'on évite de penser, on évite qu'on vous colle, entre guillemets, la trahison, parce qu'on ne trahit que les idées. Vous comprenez? Donc je ferme cette parenthèse parce que c'est un peu trop... Donc vous estimez que vous n'avez pas trahi Joseph Kabila, qui était le leader de votre famille politique? Au contraire. Moi, je peux m'estimer avoir été trahi dans mes convictions, dans le travail que j'ai fait. Mais ce n'est pas ça qui compte. Voyons le problème globalement. Nous, le G7, il y a des collègues du G7 qui ont géré avec le président. Ils ont à dire. Je n'aurai pas la prétention de parler à leur place parce que je n'ai pas les éléments de dossier qu'eux ont. Ils ont à dire et ils le diront en temps opportun. Mais nous avons eu au moins le mérite d'alerter, au moins le mérite de dire au chef de l'État, d'avoir ce courage-là. Là où nous sommes maintenant, ça n'est pas bon. Il y a une phrase dans notre dernière lettre, parce qu'il y en a eu 3. C'est suicidaire. Revenons au peuple, faisons notre ajustement. C'est parfois difficile lorsqu'on est dans les délices du pouvoir. Si nous le faisons, nous allons retrouver la confiance du peuple. Et pour le faire, il faut respecter la Constitution. Il faut respecter le contrat politique Sun City. Il faut revoir nos politiques publiques de développement, la gestion du pays, la gouvernance, et le fonctionnement interne de la majorité présidentielle. Peut-on nous reprocher d'avoir alerté? Regardez, parce que vous avez eu peut-être la gentillesse de me mettre un peu dans le plat qui me concerne. Qu'est-ce que je dis à propos de 26 provinces? Vous en avez la preuve aujourd'hui. Oui. Et ça comment oui. Comment on peut opérer une réforme aussi fondamentale, appliquée, parce que c'est déjà fait dans la Constitution, à l'article 2. On peut le faire dans la précipitation, parce qu'il y a un problème, le problème Katumbi. C'est ça. Moi, je n'ai pas la langue de bois. C'est ça qui a fait. C'est ça qui a déclenché, ce processus. Inutilement. Il y avait moyen de mener un combat politique loyal à Katumbi jusqu'à aujourd'hui. Moi, je le soutiens, c'est le candidat G7, ce n'est pas un secret. Une fois de plus, je fais une analyse froide. Est-ce qu'il fallait sacrifier le pays parce que le président tient à rester au pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui? On en parle. Mais il fallait le faire de toutes les façons, cette décentralisation, il fallait y arriver. Mais attendez là, attendez. C'était coupable. Le président, nous adoptons la Constitution et ça fait 10 ans au moment où on fait ça. Mais il n'y a rien qui a été fait dans le sens de préparer. C'est ça le terme précipité. Ce n'est pas que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Ce n'est pas qu'on ne peut pas décentraliser. Moi, je suis fédéraliste. Mais j'ai toujours dit avec mes amis politiques dans notre parti, l'ADP, Alliance des démocrates pour le progrès, hâtons-nous lentement vers le fédéralisme et l'autonomisation des provinces. La Belgique, pour devenir fédérale, ça fait au minimum 40 ans. Or, la Belgique a un PIB qui est supérieur pratiquement à toute l'Afrique au sud du Sahara, moins actuellement l'Afrique du Sud et le Nigeria. Alors, un pays comme nous, avec un budget théorique de 9 milliards de dollars, et vous démultipliez le personnel politique, le personnel administratif, avec 26 provinces en un clin d'œil. C'est l'irresponsabilité la plus totale. Je le dis, j'ai pris l'opinion nationale à témoin. Malheureusement... Aujourd'hui, nous avons des provinces fantômes qui ne savent pas malheureusement, je n'ai pas été relayé ni par la majorité à laquelle j'appartenais, bien au contraire, j'ai eu beaucoup de problèmes, ni par l'opposition, ni par la société civile, ni par le citoyen. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Alors, on ne peut pas nous reprocher d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Vous comprenez? Bien au contraire. On doit nous féliciter et nous encourager. D'autant plus que maintenant, oh, je m'excuse, ce n'est pas de la prétention.
dans l'opposition, nous sommes les seuls de l'opposition qui connaissent les hommes de l'autre côté, les méthodes, les stratégies et les ambitions. Donc nous savons où nous allons. Écoutez, pour peut-être terminer ce chapitre, qui ont fait tomber le mur de Berlin, qui symbolise en fait la division du monde en deux blocs? Ce sont les anciens des KGB. Voilà. Même l'actuel Poutine, Medvedev. Parce qu'ils connaissaient. Mais c'est pas que on s'arrête là. Nous, G7, nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons rejeté. Je m'excuse encore une fois. C'est comme quand vous vomissez, vous crachez. Les médecins vous disent, fais gaffe, il ne faut plus avaler ce que vous avez vomi, ce que vous avez craché, ça devient toxique. Comprenne qui peut. Alors justement, on va faire un peu l'état des lieux de cette opposition. Aujourd'hui, la majorité présidentielle semble être le segment politique le plus en forme aujourd'hui. Et la majorité pète la forme, alors que du côté de l'opposition, il y a le G7. Vous avez eu des problèmes déjà, ce n'est pas la totale forme avec KTB Katoto qui a fait des siennes. Mais en tout cas, il est plus ou moins très proche de votre secteur politique. Il y a le rassemblement, parce que voilà, il en fait partie, qui est démembré complètement, presque vidé de ses principaux leaders qui sont maintenant membres de la majorité ou pratiquement très proches. Est-ce que vous pensez que l'opposition a encore assez d'oxygène pour fonctionner? Si on en a, d'autant plus que ceux qui nous prenaient l'oxygène faussement sont partis et la quantité d'oxygène. Mais vous êtes tellement minoritaire et isolé finalement, non, je me demande comment vous allez agir. Pas du tout. Je vais revenir. Donc, il y avait une question que vous avez posée. Qu'est-ce qui se passait dans l'entretemps? C'est que le président a pris goût au pouvoir. Et c'est que aussi, avec le temps, je me rends compte que le président Kabila n'a jamais cru à la Constitution. À voir ce qu'il a fait depuis pratiquement 3 ans. Même le problème, c'est qu'il a encore beaucoup de choses à faire et du côté de la classe politique, on ne voit personne de sérieux pour prendre la relève. Ça n'est pas vrai, ça. Je n'aime pas vous croire, madame. À la limite, ne soyez pas choqués. Beaucoup prendront ça comme de l'insulte. C'est ce qu'on nous a dit à l'époque du président Mobutu. On nous a dit quoi? C'était l'homme providentiel. Il n'y a pas de remplaçant. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous comprenez? Voilà le début, Mobutu avait prévu le début. Je sais qu'en Afrique, exercer le pouvoir, c'est le stade suprême de la jouissance de la vie. Très peu d'hommes d'État africains. Maintenant, coup de chapeau, c'est en Afrique de l'Ouest qu'on en trouve. En Afrique centrale, c'est le maillon le plus faible de l'Afrique en matière de démocratie et de droits de l'homme. Très peu. Sénégal, au Bénin, on voit... C'est l'Afrique de l'Ouest. ont la capacité de se distancer vis-à-vis des délices du pouvoir, vis-à-vis de cette conception-là. Et aujourd'hui, parce que vous dites l'opposition est affaiblie, en Afrique, les opposants n'ont raison que quand ils ne le sont plus. Il faut bien retenir ce que je vous dis là. Et donc, pour avancer, je me rends compte que le président n'a jamais cru, n'a jamais accepté la Constitution. Vous savez, je m'excuse, hein, hier ou avant-hier, j'ai arrangé les papiers dans le bureau, à mon bureau. Et je suis tombé sur le discours du président, pratiquement son premier discours devant le Congrès, après la réélection. Il disait ceci: ce n'est pas chaque fois que nous aurons un problème avec les institutions que nous devions penser à reviser la Constitution. J'ai trouvé aussi l'interview qu'il a faite à Jeune Afrique. Tout le monde a lu ça. Oui, oui. Hein? Okay. Comment il se définissait par rapport à la Constitution. Mais dans le discours, dans le même discours qu'il a prononcé, le président disait qu'il va falloir à un moment donné réfléchir sur l'adéquation entre le pouvoir des élus, des animateurs des institutions, et en fait, la façon dont ils sont arrivés, ils sont élus. C'est-à-dire qu'il faut voir celui qui est élu, lui, par l'ensemble du pays,
ne doit pas se retrouver devant un Premier ministre qu'on appelle chef du gouvernement. Ne doit pas se retrouver devant un Parlement qui contrôle. Et c'est là, parce que vous avez parlé de parlementaires, oui, nous avons une responsabilité. Ça fait plus de 20 ans que je suis à l'Assemblée nationale, en tout cas au Palais de Paix. Même à l'époque du président Mobutu. J'étais encore étudiant, mais j'ai travaillé sous le régime politique congolais. Le point faible du Parlement en RDC, c'est le contrôle parlementaire. On ne contrôle pas, et quand on le fait, ça n'aboutit pas. Le point faible du Parlement congolais, on ne fait pas de rétrospective. Regardez, nous avons voté, par exemple, sans loi, qu'est-ce qu'on en a fait? Où est-ce que nous en sommes? Et là, vous avez raison, les parlementaires, nous avons une responsabilité par rapport à ce qui arrive au pays. On parle d'une dictature à l'autre. La population vous attendait sur ces mécanismes de redevabilité, mais il y a un problème de confiance. Oui, vous avez raison, il faut avouer ça. Et nous, au G7, parce que je suis chargé des institutions, de questions institutionnelles, dans le programme que nous allons vous présenter, ça fait 1 an et demi que nous travaillons, nous avons le volet institutionnel, une série de réformes à faire de ce côté-là. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, pour terminer ce point-là, on va revenir sur l'opposition. Regardez aujourd'hui, madame, on nous amène, le gouvernement actuel, parce que c'est le même qui a été reconnu, on nous amène un projet de loi portant modification et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? C'est de revoir le siège, le quorum de siège. C'est-à-dire que la loi actuelle prévoit qu'en fait on ne peut pas siéger à moins de 7 magistrats. On a vu ce qui s'est passé. Et maintenant là, on nous dit qu'on peut siéger à 5. Ce n'est plus nécessaire d'avoir 7. Ce n'est plus nécessaire d'avoir 9. Et vous voyez tout de suite ce que ça signifie par rapport à ce à quoi vous faites allusion. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? À la limite, par exemple, des matières comme recevoir les déclarations de patrimoine, hein? On peut le siéger à 5. Matière électorale, n'en parlons pas, là c'est bien réglementé, même à la Cour constitutionnelle, 3 juges. Mais les matières fondamentales, la Cour comme juge pénal du président de la République, du Premier ministre, l'interprétation de la Constitution, le contentieux de conformité de la Constitution. Des questions aussi fondamentales. Oui, pour juger de l'inconstitutionnalité ou non d'une loi ou d'un acte ayant force de loi. C'est ça la matière fondamentale de la Cour constitutionnelle, garante de la Constitution. Mais en droit, maintenant, nous avons plusieurs parents. Vous êtes un homme de droit. À côté de vous, il y a d'autres professeurs d'université qui défendent leur thèse. Hein. Et nous avons fait même du droit comparé. Partout, c'est 7, 9, même plus. Vous comprenez? Et on veut nous ramener à 5. Attention, au loin, vous avez la tentation référendaire. On peut avoir le contentieux référendaire. Exact. Au loin, vous avez l'interprétation de la Constitution, la fameuse interprétation de la Constitution. Qui rôde encore. Donc, vous comprenez? Et je dis aux collègues députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, quel service on rend à ce pays? Ne banalisons pas la République. Nous allons passer. Nos enfants vont passer. La nation, les Congolais d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà un dossier que nous avons au Parlement, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, vont l'examiner demain au Sénat. Chez nous, on est déjà en commission. Et de telles réformes, si on le fait, évidemment, nous avons une responsabilité. Revenons à l'opposition. Non, madame. L'opposition n'est pas affaiblie. Nous ne sommes pas désemparés. Personnellement, au G7 aussi, mais attendez là. L'histoire est faite pour qu'on en tire des leçons. Nul n'a la capacité de réécrire l'histoire, mais tout le monde doit tirer les leçons de l'histoire. Le président Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? 7 ans de transition avec combien? 8 premiers ministres, plus un secrétaire général, Zouchi, qui était premier ministre en fait. 9. Et ça s'est terminé comment? Vous savez pourquoi? On n'a pas résolu le problème de fond. Est-ce qu'il y a une différence entre les gouvernements qui ont succédé à Matata? Non.
Parce que le problème de fond, il est toujours là. Et moi, je ne dis pas que ça me fait rire. Ça me fait mal parce que j'ai honte de notre pays. Le temps il passe, la population est aux abois. Mais voilà, l'objectif élection, quand j'apprends par les médias qu'il y a 5 millions de dollars pour le lobbying aux États-Unis, qu'il y a 450, 600 000 dollars pour le lobbying aux États-Unis, et on s'en vante avec insolence, avec arrogance, pour un pays et d'État, un gouvernement, un leadership politique national ne fait pas de lobby. Il résout le problème de la nation. C'est ça le lobby. Pendant ces temps, les rémunérations sont divisées par 2. Pendant ces temps, le pouvoir d'achat, ça dégringole. Pendant ces temps, les réserves d'échange, ça vous reste un tout petit peu comme ça, grand maximum. Et on n'a pas de budget, on n'a toujours pas de budget. Et pendant ces temps, oh mon Dieu, il n'y a pas eu catastrophe naturelle, il n'y a pas eu guerre, par la volonté de ceux qui nous gouvernent, en commençant par le président Kabila. Je le dis parce que c'est choquant. Nous faisons maintenant 5 mois sans budget. Gestion artisanale. C'est pas normal. Un pays comme le Congo. Et le budget national, pendant ces temps, le projet que Matata a laissé, c'est 5 milliards prévisionnel. Notre taux de recouvrement est généralement de 65%. Donc, pratiquement, on va recouvrer vers 3 milliards. Vous savez ce que c'est que 3 milliards? Eh bien, c'est le quart, pratiquement, du budget de la ville de Paris, qui est au-delà de 12 milliards. Alors que la RDC est immense, avec voilà. une 3 milliards de problèmes. Ça, en fait, j'ai lu ça, et c'est la vérité, parce que moi, j'étais là-bas à Harvard. J'ai visité, pas que j'ai étudié, j'ai visité l'année passée. C'est le budget que Harvard University a pour entretenir maximum 20 000 étudiants. Et nous sommes 80 millions. Mais aujourd'hui, vous voyez, Christophe Lutundula, vous êtes du G7, vous soutenez la candidature de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, on a un problème de moralité, on a un problème de passé politique qui revient à la charge des différents acteurs politiques en présence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la personnalité de Moïse Katumbi appellerait un crédit, à une confiance de la population? On va y revenir. 2 mots. Moïse, il a à dire aussi. Il n'a jamais refusé de répondre de cela. 2, et c'est important, n'anticipons pas. Ne nous trompons pas de cible. Nous sommes pendant la période préélectorale, on a 7 mois normalement. Vous êtes sûr qu'on a une période préélectorale? Logiquement, on devrait voter dans cette... Nous allons parler, parce que c'est un point focal de cette émission. Je voudrais qu'il en soit ainsi. Donc, l'opposition que nous avons trouvée, eh bien, il a été au moment où nous sommes arrivés, ce qu'il a été. En tout cas, il a existé. Et nous sommes venus. Je ne fais pas de faux discours. Nous y avons apporté un plus. Mais dans l'entretemps, nous qui venons du système... Certains pensent que vous n'êtes pas digne aujourd'hui d'être appelé opposant parce que vous avez trempé dans cette décadence au sein de la majorité. S'il y a des gens qui veulent instituer une université où l'on octroie le diplôme de doctorat ou de licence en opposition, tant mieux pour eux. Ça, c'est pas, moi personnellement, ça n'a jamais été mon problème, même à l'époque. L'opposition n'est pas un label de qualité, encore moins la majorité. Il y a de bons de tous côtés. Donc ça, c'est un faux débat. Ne nous trompons pas de cible. Parce que dans un combat comme celui-ci, si vous trompez de cible, vous n'allez pas réussir. Et ce qui est reproché à l'opposition, vous dispersez, ça va dans tous les sens. Il faut savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je voudrais qu'on ne dévie pas. Donc, l'opposition aujourd'hui, par le concours de circonstances, merci président Kabila, merci majorité alliée, l'opposition a été, si vous voulez, épurée. C'est qu'il y en a qui ont fait longtemps, mais qui sont fatigués. C'est normal. Il y en a qui étaient là pour un peu être l'oreille et les yeux de l'autre côté, et les amis de l'autre côté, parce qu'on est aussi des Africains, on a des frères et partout. On dit, mais ce que vous avez dit à telle réunion, voilà ce que vous avez dit. Voilà les photos, vous savez, selfie et toute autre photo qu'on peut prendre. On se prend soi-même ou on prend. Tout cela, par ce que le président nous a fait comme cadeau, c'est parti. Le défi, et c'est là que je vous rejoins maintenant, c'est de démontrer qu'après avoir perdu successivement, d'abord
pour nous le G7, et quelque part aussi le rassemblement Charles Moindou-Simba, dont je salue la mémoire. Ensuite, Tshisekedi, les grands Tshisekedi. Il faut démontrer que nous sommes capables de mobiliser, d'exercer un leadership. Là, vous avez raison. Et nous nous organisons pour ça. Le défi qui nous est lancé, et c'est le plus important, c'est de décrocher les élections. Et je voudrais dire que, contrairement à ce que les gens pensent, en tout cas, nous, au G7, c'est ça. Nous ne nous battons pas pour des postes. Il ne faut quand même pas oublier. Et vous êtes devenu adorateur de Moïse Katumbi. Par ailleurs, vous allez revenir dans les mêmes travers. Le cas Katumbi, on va y revenir, madame. Je voudrais vous dire ceci. Il faut faire attention. Si on fait de Katumbi une fixation, au bon là, comme on dit à Lingala, vous perdez aussi quelque part l'essentiel. La fixation sur Katumbi, ça veut dire tout simplement qu'il fait peur. Donc moi, je ne souhaite pas, je ne conseille pas aux amis de l'autre côté de faire la fixation. C'est la fixation sur Katumbi qui nous a conduit à la déroute de la décentralisation. Et vous pensez que ça fait de lui automatiquement le candidat nous allons potentiel pour résoudre les problèmes de la RDC? Je vous ai dit en coulisses qu'il n'y a pas de sujet tabou, je suis à l'aise. Moi, j'assume ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a par contre, par exemple, des questions tabous autour des profils scientifiques, par exemple, le background scientifique des candidats politiques. On va y revenir. J'aimerais bien qu'on en parle. On va y revenir. Quelles sont les qualités qui font aujourd'hui que Moïse soit votre candidat? Garde bien la question à la gorge. Donc, nous avons ces défis-là qu'il faut relever. Et je disais que nous ne nous battons pas pour les postes. N'oubliez pas que dans l'opposition actuelle, particulièrement à l'IDPS, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Ce ne sont pas des promesses qui ont manqué. Hein. Nous venons de là. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, un groupe d'hommes et de femmes démissionne, quitte le pouvoir volontairement. C'est rare. Donc on ne peut pas dire qu'on est là pour le poste. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, la plupart d'entre nous, vous savez la vie que nous menons. Vous sortez d'un lieu, vous êtes dans un véhicule, vous regardez le rétroviseur, on vous suit. Les services de sécurité s'occupent de nous. Ce qui n'est pas, parce qu'on n'est pas d'un pays démocratique, ce qui n'est pas démocratique. 3 jours vous êtes là-bas, 4 jours je ne dévoile pas de secret. Je voudrais dire également que nous nous battons parce que pour nous, il n'y aura pas de solution à la crise actuelle, créée volontairement par le président, parce qu'il veut rester au pouvoir, parce que vous avez dit pourquoi la dérive autoritaire est arrivée. Il n'y aura pas de solution en dehors des élections. Et parmi ces élections les plus importantes par rapport à la crise, c'est d'abord l'élection présidentielle, l'élection ou les élections législatives, les députés, les sénateurs, et le provincial. Si le président n'avait pas bloqué... Pour beaucoup, on devrait commencer par la base. Vous obstinez sur l'individu, Joseph Kabila. Mais attendez. Alors qu'on devrait commencer par la base. Ceux qui partent de la base, ils sont au pouvoir depuis combien d'années? Moi, j'étais dans ce groupe-là. On a toujours dit, quand on a terminé la présidentielle législative en 2006, pendant 5 ans, est-ce qu'on ne pouvait pas organiser les locales et les municipales? Les moyens. Et il y a eu plusieurs problèmes entre-temps, les moyens sécuritaires et tout ça. Les moyens, vous avez oublié, je venais de dire, qu'à l'époque, on a fait 10 ans de croissance soutenue, 10 ans de stabilité macroéconomique, avec une remise de la dette. Il y a eu quand même des conflits sécuritaires entre-temps, notamment. Oui, mais attendez un peu là. Il y a eu des conflits sécuritaires, mais on ne peut pas me dire que c'était tout le temps. C'était pas tout le temps. Vous comprenez? Et quand nous faisons, parce qu'on parlait de moyens, excusez-moi de me perdre, quand on vote la loi de reddition de comptes, 2014, il n'y a pas longtemps, parce que la reddition de comptes, par exemple, maintenant en 2017, nous allons faire la reddition de comptes de 2015. Vous savez ce qu'il y a eu? On a dépensé, en dehors du budget voté, 1,6 milliard. Il n'y a pas d'argent. Et le dépassement budgétaire, c'est-à-dire on alloue à telle institution $10, mais déjà, quand on vous parle de réduction du train de vie des institutions, beaucoup ne sont pas d'accord. Vous êtes dans votre confort. Non, il n'y a pas de confort. On y revient. Donc, je ne vais pas perdre le fil des idées. Parce que si vous dites qu'il n'y a pas de moyens, alors, Gaël, admettons qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que c'est pire qu'avant. Donc, vous êtes d'accord
avec nous. Mais est-ce que vous y croyez finalement, ces élections? On doit avoir des élections. Même sans moyens, comment faire? Non, madame. Le ministre du budget... Vous n'êtes pas dans l'exécutif, vous allez faire comment pour aller chercher les moyens? Attendez un peu là. Le ministre du budget actuel nous a dit qu'il faut 1,8 milliard. Immédiatement, le président de la CENI, Koudchapa Corneille Nanga, il dit mais non, attendez. Pour la présidentielle, législative, le provincial, c'est pas 1,6 milliard, 1,8 milliard. C'est à peu près 500 millions. Et lorsqu'on a voté le budget de l'année passée, moi j'ai fait une intervention, j'ai démontré que dans le budget, l'argent était là. Vous comprenez? Donc, ce chapitre-là, et lorsque la CENI nous dit que 31 juillet au plus tard, elle a les fichiers électoraux, pourquoi vous ne pouvez pas prendre la CENI? Vous croyez en l'indépendance de la CENI? Ça, c'est un autre plan également, quant à l'organisation de la CENI avait besoin d'une boussole. Elle a l'accord, même si le président ne veut pas de l'accord. La CENI nous a dit fichier électoral. Elle a pris l'engagement de sortir les fichiers électoraux. Alors maintenant, la CENI... Les opérations se font un peu, je dirais, sans surveillance de l'opposition. Vous êtes focalisé sur d'autres processus. Est-ce que vous ne serez pas surpris? C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Nous ne sommes pas focalisés, j'insiste, sur les postes. Je viens de vous démontrer ça. Il y a un cadre. En tout cas, sur toutes ces gesticulations, personne ne se préoccupe de la CENI qui poursuit son travail. Il ne faut pas appeler ça gesticulation. À un certain niveau, la CENI fonctionne en fonction du cadre global. C'est pour ça qu'on a fait l'accord. Grosso modo, l'accord, c'est un cadre normatif et institutionnel que nous avons mis en place pour avoir des élections. La majorité présidentielle a parlé de cet accord qui est mis de côté. On revient à la gestion institutionnelle. L'accord est pratiquement mis de côté. Mais le peuple congolais vous attend. Ce n'est pas moi qui dis ça. Vous le dites bien. Et j'ai même entendu, on m'a dit quelqu'un, un responsable de PPRD qui a dit, vous savez, on fera toujours 3 mois. On va voir dans l'opposition qui crève de faim, on fait un petit pas et puis on refait. Surtout qu'il n'y a que ça de côté de l'opposition, c'est facile de débaucher. Me confirme. Nous confirme nous G7, nous confirme nos rassemblements, dans la certitude que de l'autre côté, on ne veut pas des élections. Le président a fait un discours, il y aura des élections, mais ça fait 3 ans qu'il le dit, et tout le monde applaudit. Moi, à la date qui sera fixée par la CENI, qui est l'organe. Et la CENI vous dit, je vais avoir la certitude de ressources. Et la certitude de ressources vient d'où? Du pouvoir. Et quoi qu'il en soit, je voudrais dire ceci, pour qu'on entre dans le chapitre catholique qui semble vous plaire. L'opinion aimerait en savoir un peu plus. Pour nous les G7, l'affaire du gouvernement ne peut être comprise qu'à la lumière des élections. Pour nous les G7, nous avons un accord accepté par tout le monde, y compris par vous, y compris par la communauté internationale. La résolution 2348. Cet accord est une philosophie, un ensemble de mécanismes pour dire qu'on aura les élections au plus tard, 31 décembre, il s'est bien dit, pour dire que pour aller aux élections, ne créez pas un vide de pouvoir, tout le monde est illégitime, nous tous, députés, tout le monde est illégitime, laissez le président Kabila, ça c'est l'accord, laissez le Parlement, laissez leurs assemblées provinciales, leurs gouverneurs, qu'ils aient ça. Mais garantissez, sécurisez les autres, à travers le poste de Premier ministre, à travers le Conseil national de suivi. C'est nous, l'opposition, qui avons réclamé les conseils. Et je le dis aujourd'hui devant tout le monde. À l'heure actuelle, aucune institution de la République, qu'elle soit politique ou d'appel à la démocratie, n'a le pouvoir d'avoir un regard sur la CENI. Nous, à l'Assemblée, c'est la gestion financière et administrative. Encore qu'on n'a jamais examiné un rapport de la CENI. Malouma en a laissé, et je crois Mouloud avait fait aussi, mais le bureau n'a jamais accepté qu'on examine ces rapports-là. Donc c'est le CENSA qui est l'œil et le garant de tous les compétiteurs électoraux. C'est pour ça qu'à la majorité, et le président Kabila et le sien ne veulent pas de CENSA tel que nous l'avons conçu. Et nous avons dit, nous, opposition, n'en faites pas un comité de suivi simple, conventionnel. Il faut créer une institution d'appel à la démocratie, conformément à l'article 222 de la Constitution, et organiser sur la base d'une loi organique. C'est ça l'enjeu du CENSA. Et c'est l'accord qui nous dit, pour aller aux élections, décrisper la situation, arrêter avec la dérive dictatoriale,
pour mettre tout le monde au même niveau, chance égale et conformément à la loi. Vous voyez, c'est ce que nous cherchons, nous, les G7. Donc, votre problème, c'est Moïse Katumbi, c'est parce qu'il y a quand même eu des mesures de déclaration. C'est là qu'on arrive au cas de Moïse Katumbi. Et je vous dis tout simplement que dans le rassemblement, par rapport à votre question, nous ne sommes pas affaiblis. Bien au contraire. On a essayé, avant quelques démonstrations, ça a réussi. Nous aurons le conclave. Ceux qui se sont retrouvés à Bruxelles il y a une semaine, moi j'étais de cela, on a réfléchi un peu dans l'informel, on a dit non, on va proposer au Conseil des sages, ici à Kinshasa, si tout le monde est d'accord, nous allons faire un conclave pour évaluer. Dans le monde moderne, on n'avance pas en goul-goul. Mais entre-temps, Moïse Katumbi ne sait pas mettre les pieds J'en ici. viens. Et pourquoi lui? J'en viens. Nous avons travaillé depuis 1 an qu'on existe. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que nous faisons pour mobiliser la population? Nous ne sommes pas une opposition armée. Nous ne sommes pas une rébellion. Notre force, c'est le peuple. Si on se met en décalage avec chacun a son peuple, il paraît, en République démocratique du Congo. Il n'y a qu'un peuple. Quelle portion c'est vous, nous, eux, tout le monde. Même eux, on se les dispute. Si vous me dites qu'on se les dispute, vous avez raison. Vous comprenez? Mais nous savons que la majorité, les 40 majorités des Congolais veulent qu'on respecte la Constitution. 22 ans maintenant. Donc, nous ne sommes pas affaiblis. Nous nous organisons. Nous sommes devant les défis. Et je suis honnête, apprécier mon honnêteté pour reconnaître ça. Alors, la décrispation. Pourquoi on insiste tant sur le cas de Moïse Katumbi? Parce que ce cas est, comme on dit, emblématique. Ça, en fait, si Moïse rentre aujourd'hui, surtout après le rapport des évêques, la SENCO, l'Église catholique, c'est l'institution civile la plus respectée dans ce pays. Aujourd'hui, la majorité ne veut plus entendre parler des évêques qui ont reçu mandat du chef de l'État, un mandat qui est arrivé à... Attends, pour vous, ça vous étonne. Moi, j'ai vécu ça avec le cardinal Monsengo. Vous savez que j'étais son plus proche collaborateur. Il a eu la tâche difficile. Avec qui d'abord? Avec ceux qui sont au pouvoir. Parce que eux, ils ont une division. On a un pays laïque. C'est pas un problème de la laïcité, non. Là, on fait de l'amalgame. Et quand on dit ça, ça me fait penser à mon professeur de latin, Père Fabien, que son âme me repose en paix, qui nous disait, vous apprenez rosa, rosae, et vous en parlez partout à la cité. Vous faites, suivez-moi bien, de l'inculcation, de l'incompréhension, l'incompréhensible et de l'irrationnel aux ignorants par les incompétents. Vous ne maîtrisez pas le latin, et vous êtes à la cité, vous criez rosa, et les gens qui ne connaissent pas le latin pensent que vous maîtrisez le latin. Non. La question de la laïcité, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Mais un mandat de la SENCO qui a quand même été confié par le chef de l'État. Est-ce qu'il y a du mal à ça? Mais ça veut dire qu'à partir du moment où les choses s'arrêtent, la SENCO ne peut plus se prononcer sur... La SENCO a dit, là aussi, il ne faut pas tromper les Congolais. Madame, il y a beaucoup de gens qui ont étudié dans ce pays. Depuis l'école primaire, et puis d'eux-mêmes, et tout ça. Il ne faut pas raconter des histoires. Les évêques ont toujours été impliqués dans le processus de gestion du pays parce qu'ils ont une mission prophétique selon leurs règles, la doctrine sociale de l'Église catholique. Ça, on le sait. Ça ne vient pas du président Kabila, encore moins du président Mobutu, que son âme repose en paix. Nous sommes d'accord. Donc, je veux qu'on dise, vous nous avez donné un mandat. Si on a du temps, on reviendra. Voilà ce qu'on a fait. Il a fallu lui dire, vous avez donné le mandat. Voici là où nous en sommes. Quelle est la solution que vous apportez? Mais ils ont eu du dépit, je le comprends. Ce ne sont pas des politiques. Ils ont dit, reprenez parce qu'en fait, vous ne nous faites pas confiance. C'est moi qui ajoute ça. Mais ils ont dit, ils restent à la disposition de la nation conformément à leur mission prophétique. Donc, fermons ça. Revenons à la question de Katumbi. Donc, il est démontré, A plus B, et c'est la vérité, les faits nous le démontrent, que Katumbi n'y est pour rien. Son infraction, c'est d'avoir dit qu'il veut être candidat président de la République. Et tenez bien que, suivez bien mon regard, vous allez voir dans les jours à venir, on va encore inventer d'autres choses. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si Katumbi revient, ça signifie ceci, que le président a lâché. Lâcher, c'est pas dans le... Et s'il ne revient pas, quelle alternative pour les élections? Il faut trop prévoir. Je sais que le temps nous a compté, mais c'est pas stratégique. Katumbi, son cas est très symbolique. C'est ça qui va nous convaincre. Il l'avait juste choisi pour embêter le pouvoir. Non, mais attendez.
Là, vous êtes. Est-ce qu'il a les qualités pour être dans l'esprit de la deuxième République. Un bon candidat pour face aux enjeux de la RDC? Madame, chacun a son point de vue. Si vous voulez qu'on parle de ça, le moment venu, nous allons vous dire, nous G7, moi Mutundula, pourquoi nous avons choisi Katumbi. Vous comprenez? Vous allez écrire un livre comme Vital l'a fait pour Joseph et vous redire après? Non. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc ça vous a plu? Mais non, j'en parle. Pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de comptabiliser les actions. La population suit tout. Il s'appelle Vital Kamere. Moi, je m'appelle Christophe Mutundula. Là où nous sommes d'accord. Voilà. Donc, non, il ne faut pas banaliser ça. Il ne faudra pas revenir sur ce choix. Ce sont des questions de fond. Attendez un peu là. Donc, le cas de Katumbi va démontrer, je me répète, que le président accepte la Constitution, que le président veut réellement des élections libres, transparentes et crédibles, que le président ne va pas tenter de réviser la Constitution, ni de nous amener au référendum. Mais il a bien dit qu'il allait respecter la Constitution. Vous n'avez jamais été aux élections, vous viendrez, je suis certain. Vous savez ce qui va se passer? Le cas de Katumbi peut arriver à tout le monde, même au simple conseiller communal. Comment ça? Si le président ne veut pas de vous, on peut vous invalider. S'il ne veut pas de vous, au moment de l'homologation des résultats par la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel ou le tribunal de grande instance, on peut vous invalider. C'est ça que ça signifie, ça. Donc, on ne voit pas Katumbi. C'est pour ça que je dis, ne soyez pas obsédés par le nom Katumbi. Laissez ceux qui ont peur de lui en avoir peur. Mais le problème de fond, oui, c'est qu'on soit rassuré qu'effectivement, il n'y aura plus de blocage, que nous serons tous des citoyens congolais. Il y a des Congolais qui ont été élus. Quelles sont encore vos chances d'espérer quand, à ce jour, l'arrangement particulier a été mis de côté avec la nomination de Chibala, la publication du gouvernement? Que vous ayez affirmé ça. Quelle est l'attitude à observer maintenant? Ce que nous regrettons, c'est que moi je regrette, c'est qu'on a humilié la République. Comment peut-on faire signer au chef de l'État une ordonnance avec dans les visas des références frauduleuses? Quand on parle d'arrangement particulier, ce n'est pas l'arrangement que nous avons négocié. Il est resté 3 points. Mais prenez leur arrangement. Ça, c'était un accord. C'est revisité. Non, c'est un accord de gouvernement entre la majorité présidentielle et ce nouveau allié, c'est qu'ils ont signé au Palais du Peuple. Parce qu'on m'a même dit, j'étais pas là, que le président Kengo et le président Minakou auraient, j'ai dit auraient parce que je n'ai pas vu, on m'a dit, auraient paraphé l'accord. Mais l'arrangement... Surtout que ça s'est fait sous l'égide des deux présidents des Non, je l'ai dit, vous m'avez suivi. Les compétences du Parlement sont des compétences d'attribution conformément à l'article 100 de la Constitution. Le Parlement, c'est quoi? La législation, le contrôle du gouvernement et des branches collatérales, de services publics. Nous n'avons pas une compétence d'arbitrage ou de médiation. Le Parlement n'est pas de se mêler d'un processus de négociation politique entre privés. La CENCO a été chargée par le président, mais la CENCO, c'est une organisation privée. Vous ne pouvez pas appeler, charger le président de l'Assemblée et du Sénat, organiser la signature d'un arrangement particulier qui est un acte sous seing privé. Les juristes qui m'entendent, ils le savent. On vous a isolé et maintenant vous faites quoi? Non, ce n'est pas l'isolement. C'est quelle attitude vous allez adopter pour changer les choses? La multiplication des erreurs politiques. L'histoire a des leçons. Le président Mobutu, que son âme repose en paix, je le respecte, c'était un grand chef d'État dans certaines choses. Mais il a joué à ça. Babo, il a joué à ça. Où est-ce qu'il est? Tant qu'on ne résout pas le problème de fond, les élections crédibles, le président ne se représente pas, il n'y a pas de modification de constitution, il n'y a pas de référendum, tout le monde est libre, on ne bloque pas des candidats parce qu'on ne veut pas d'eux. Vous savez que dans les élections passées, moi j'ai toujours participé aux élections, il y a des gens qui ont été invalidés parce qu'ils n'étaient pas de la majorité, parce qu'on ne veut pas d'eux. Allez poser la question à Anzuluni, mais il va vous en parler. Moi-même j'ai connu ça avec un de mes candidats, vous comprenez? Donc ce qui se passe avec Katumbi peut arriver à tout le monde. Vous parlez de lui, gestion, mais chacun a à dire. Vous parlez des études, chacun a à dire. À chaque moment, ses problèmes. Chaque problème a son temps. Calmez-vous, j'ai dit aux compatriotes, ne nous trompons pas de cible. Ça, c'est la distinction par rapport à l'objectif fondamental. Et ne nous trompons pas, le président n'a pas renoncé à rester au pouvoir. Et vous allez continuer à crier jusque quand? Là, le gouvernement Chibala se met en marche et c'est pour organiser les élections. Vous savez, vous croyez qu'ils vont organiser les élections? Vous le croyez? Maintenant, réunion interinstitutionnelle. Parce que vous êtes des journalistes.
Et on nous sort le dossier des votes électroniques. Je voudrais vous dire que c'est la révolution de la modernité. Vous n'êtes quand même pas contre vous avez le sens de l'humour. Hein. On parle ça, bel et bien. C'est votre responsabilité, ça. C'est votre responsabilité, ça. En négociation, nous avions la commission chargée des élections. On a débattu de la question. On a dit non. Maintenant, c'est pas possible. En plénière, vote électronique, on a dit non. Il faut une bonne préparation. Et on n'a pas de moyens pour ça. Et paf, j'ai appris l'autre jour qu'à la réunion interinstitutionnelle, il y a eu ces questions qu'on a remises sous la table. Ça veut dire quoi, ça? Vous pensez que ça cache quelque chose? C'est la question que je me pose. C'est plutôt positif, c'est moderne. Vous savez, notre vocabulaire politique s'est enrichi. Et là, nous devons ça au régime actuel. Le glissement. Il faut faire attention, si ça devient la glissade, ça peut se casser. Donc, nous croyons qu'il y a un engagement ferme de la CENI pour sortir le fichier électoral. Nous croyons qu'il y a de l'argent. Parce que ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que le budget a été engagé. Parce que là, c'est les opérations, par exemple, d'enrôlement, c'est depuis l'année passée. Donc, vous ne pouvez pas prendre le même montant à date d'aujourd'hui, même si nous, on ne raisonne pas. Nous ne pouvons pas non plus oublier que la MONUSCO apporte la logistique. Tout cela, il faut défalquer du budget. Donc, l'argent est là pour les élections. Nous disons que la seule chose qui manque, c'est la volonté politique de ceux qui nous gouvernent. Je dis du président Joseph Kabila. C'est lui le chef de la famille politique qui a le commande de l'État. Vous avez vu le gouvernement qui est sorti, on peut parler du gouvernement. Vous avez vu comment ça s'est réparti. Et là aussi, petite parenthèse, je la ferme vite. Ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas concernés. Ce que moi je peux dire, le président n'avait pas besoin de signer une ordonnance avec des références frauduleuses. En vertu de l'article 78 de la Constitution, avec sa majorité, le président peut à tout moment obtenir la démission d'un Premier ministre et en nommer un autre. On ne fraude pas avec l'histoire. On ne fraude pas de cette manière-là. Au niveau le plus élevé de l'État, c'est l'humiliation de la République et l'humiliation des institutions. Comme l'affaire de la humiliation aussi quand vous allez pleurnicher auprès des pays étrangers, parce que vous pensez qu'à ce jour, le pouvoir se gagne encore là-bas. On vous accuse de faire le tour des ambassades, des différents pays étrangers. De 5 millions. C'est le rassemblement qui les a débloqués. Les 460, tout ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas les seuls à aller faire le lobbying extérieur. Attendez un peu là. C'est nous qui débloquons pour vous dire nationalisme, souveraineté, mais on va chercher des appuis à l'extérieur. Nous sommes dans des liens économiques, diplomatiques et je dirais même juridiques contraignants avec nos partenaires extérieurs. Nous avons l'accord de partenariat de Cotonou, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne, avec comme fondamentaux l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme. Et ce sont des obligations. Au niveau de l'Afrique, vous avez l'acte constitutif de l'Union africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine de la gouvernance, de la démocratie et des élections. Ce sont des instruments internationaux. La Charte des Nations Unies, les instruments internationaux, SADC, CIRGL, la démocratie, les droits de l'homme, les élections font partie des fondamentaux de la coopération. Et donc, que ces gens-là nous disent, nous sommes prêts à vous aider pour les élections, ce n'est pas gratuit. Qu'ils nous disent, si vous voulez travailler avec nous, vous êtes souverains. Nous aussi, nous sommes souverains. Dans notre échelle de valeurs, tel type de régime, on ne traite pas avec. Tel type de gouvernant, on ne traite pas avec. Alors, où est le problème? Christophe Tounou, il nous reste quelques minutes. Et donc, nous devons, nous, comme écoutez, là, vous m'avez taquiné là, qui font le tour du monde avec l'argent de Congolais, votre argent, le mien, le nôtre, pour vendre leurs ambitions, leur projet de tuer la République. C'est pas nous. C'est une tournée explicative, parce que vous tournée voulez... explicative. Tournée explicative. Et lorsque quelqu'un de l'opposition, du rassemblement, il ne fait même pas une tournée explicative. À l'occasion d'une visite familiale, d'un détour de contrôle médical ou des rendez-vous scientifiques, rencontre Tantampion pour dire, voici un peu comment ça se passe chez nous.
Non, on va vendre le pays. Qui vend le pays? Christophe Lutundula, Voilà. il y avait un deadline en 2016, 31 décembre, avec un fameux carton rouge qui a été remis à l'opposition, tout le monde le sait. Le prochain deadline, on pourrait le dire, c'est le 31 décembre 2017, où, logiquement, des élections devraient être organisées. Ça, c'est un. Comment faire? Quelle sera votre attitude à ce moment-là s'il n'y a rien? Je vais être précis. Ouais. Mais je voudrais vous dire à vous, vous êtes congolaise, à tous les Congolais, l'heure est grave, ça passe ou ça casse. Ne donnez pas l'impression qu'en soutenant le combat commun, vous soutenez Félix Tshisekedi, Lutundula, Lumbi, je ne sais pas qui. C'est pas un combat d'individus. Non, non, c'est notre combat à nous tous. Est-ce que ça vous fait une fierté que de vous retrouver tout le temps sous les bancs des accusés au sein de la communauté internationale? Est-ce que ça vous fait une fierté que vous vous retrouvez tout le temps avec de l'insécurité au Kivu et maintenant au centre du pays? Est-ce que ça vous fait une fierté quand vous ne pouvez même plus payer 100 francs, non, 1000 francs pour votre enfant qui pleure un petit gâteau, quand vous n'êtes plus en mesure, vous fonctionnaire? Moi, il suffit d'être fonctionnaire. Je suis un ancien magistrat. Mon père m'a élevé avec le salaire de fonctionnaire. Est-ce que ça vous fait une fierté de manquer de médicaments? Quand il pleut ici, vous êtes fiers d'être Quinois, vous, Congolais? C'est un combat, c'est une cause nationale. Donc, croire, vous faire croire qu'on se bat pour les individus, messieurs, nous sommes à côté de la plaque, on va continuer à végéter comme aujourd'hui. Par rapport au 31 décembre, pour nous, G7 rassemblement, on aura les élections. Nous nous battons pour ça. Bien sûr, nous sommes dans un combat asymétrique et à armes inégales. Et surtout qu'au sein de l'opposition, il y a plusieurs candidats, Moïse, Martin Fayoulou, l'UDPS va présenter. L'opposition n'a jamais de chance de réussir quand on va en disperser. Là encore, Gaël, mais vous ne m'étonnez pas, vous. Mais nous sommes en démocratie. Je m'excuse, nous sommes sur le plateau, ma sœur, parce que nous sommes tous Congolais. Nous sommes en démocratie. C'est fini d'avoir des candidats uniques au sein de partis, des candidats uniques dans le pays. Ça n'existera plus. Et nous battons pour ça. C'est pour ça que je dis, je ne sais de le répéter, la transition institutionnelle, elle est passée. Mais la transition des mentalités, elle va prendre le temps. Donc, le 31 décembre, si d'aventure, parce que nous sommes dans un combat où les armes crépitent, où les biens de l'État sont utilisés contre les citoyens de la République. Oh, la République, elle doit survivre. Pas d'élection. Nous ne reconnaîtrons plus qui que ce soit, encore même maintenant, comme on n'accepte pas l'accord, cela n'est pas exclu. Le 31 décembre, s'il n'y a pas d'élection, ça veut dire quoi? Nous-mêmes, nous sommes disqualifiés. Est-ce qu'on vous a accordé un sursis à travers cet arrangement particulier, cet accord de la Saint-Sylvestre? Là aussi, je m'excuse. Non, il faut dire aux gens là-bas. Parce que vous, les journalistes, vous dites, c'est pris au sérieux. Nous ne gouvernons pas. Comment vous dites qu'on nous a accordé un sursis? Comment? Je parle des institutions. Vous qui êtes député national, vous deviez déjà tomber comme... Parce que souvent, on fait un équilibrisme. Ça fait beau jeu, hein? Impartialité. On dit... Autant le chef de l'État est illégitime, autant les institutions aussi. Je l'ai dit au départ. La classe politique, les hommes politiques. Mais vous savez qui ont la décision. Vous êtes tous dedans. Non. Vous savez où ça se prend. Et vous le connaissez comme individu. Vous comprenez? Donc, cette confusion-là, cet équilibrisme-là, il est de mauvaise aloi et ça tue le pays. Voilà, il faut changer. Me tape du doigt, on doit s'arrêter. Un dernier mot avant votre conclusion, ce devoir de mémoire. Étienne Tshisekedi n'est toujours pas inhumé. On voit tout ce qui se passe autour de ça. Le siège de l'UDPS est actuellement sous siège, je devrais le dire. Comment ça va se passer? Quel est votre point de vue? Est-ce que ça peut se faire dans un pays normal? N'est-ce pas là? Parce que nous avons commencé par là, on va terminer. Votre question sur la démocratie, n'est-ce pas là? Une autre preuve qui démontre que nous ne sommes plus en démocratie. Les horizons démocratiques se sont couchés. Mais il y a quand même un pouvoir qui décide, donc on ne va pas outrepasser les... Attendez un peu.
le pouvoir démocratique décide. Mais on dit, j'ai adage latin, salus populi suprema lex. Le salut du peuple, au sens large du terme, qui veut dire ses aspirations, son bien-être, est au-dessus de tout. Vous ne pouvez pas mépriser ce Congolais, des millions de Congolais, qui ont vu en Tshisekedi un espoir et qui ont cru en lui depuis plus de 30 ans. Vous ne pouvez pas mépriser l'appartenance de Tshisekedi à la nation congolaise. Mais les obsèques étaient sur le point d'être organisées avec un mausolée déjà en construction. On va poser la question. Nous sommes dans une société, parce qu'on nous a dit, nous sommes des Africains, nous sommes. Voilà quand on ment, là où ça mène. Tshisekedi est mort, un grand leader politique, dans la trempe de Lumumba. Tshisekedi, un père de famille, chef d'un parti. Gaël, notre papa, cardinal Maloula, il est enterré où? Dans l'église. Papa Etu, cardinal Etu, il est enterré où? Je prends les grandes figures. Même dans la ville ici, on peut trouver des gens qui ont été enterrés chez eux. Alors, ici à la Gombe, mais je ne sais pas comment on voit les choses, c'est le chef des institutions de la République. Vous allez drainer plus d'un million de Congolais ici à la Gombe. Quelle capacité de sécurité vous avez pour sécuriser la Gombe? À l'enterrement d'Étienne. Si vous amenez ici tout Kinshasa. Voilà pourquoi on a proposé la nécropole entre terre et ciel. Attendez encore là. Vous voulez banaliser la mémoire d'Étienne? Là, à Limité, c'est sa parcelle, c'est le siège de son parti. C'est là qu'il a mené ce combat. C'est là qu'il a été martyrisé de tout ce temps depuis l'époque du président Mobutu. Et Limité est une commune carrefour. Vous voyez l'espace? Les gens peuvent venir. C'est question pour nos autorités d'encadrer et pourquoi pas même demander le concours de la MONUSCO. Et un bon discours tenu peut permettre, d'ailleurs, c'est une erreur de garder ce problème comme ça. Il faut enterrer le vieux. Vous avez un cadavre entre les mains. C'est eux. Parce que maintenant, avec ce qui vient de se passer là, hier ou avant-hier, où on monte des histoires, tout ça, mais c'est clair, Tshisekedi vivant, Tshisekedi mort, il fait toujours peur. Voilà, et nous demandons, je conseille au président Kabila, au gouverneur Kimbuta, au ministre de l'Intérieur, à tout le monde, de terminer cette affaire. C'est la honte pour notre pays. Je leur propose d'organiser la sécurisation des obsèques, des concerts avec le rassemblement, avec les églises, toutes les églises de la ville, la MONUSCO. Nous allons contenir ça. Nous allons contenir ça. À moins qu'il y ait d'autres arrière-pensées. Voilà, en 10 secondes, on va conclure cette émission. Christophe Lutundula Apala, je rappelle, député national de l'opposition, l'un des fondateurs du G7. Ça serait quoi votre dernier mot à tous ceux qui vous suivent, qui vous auront suivi? Mon dernier mot, pas de désespoir. Nous avons connu cela. Je demande au président Kabila, je m'adresse à lui. Il a travaillé à un moment donné. Je ne comprends pas pourquoi lui qui veut rester au pouvoir, ou à tout le moins qui veut que les siens restent au pouvoir, est-il en train de détruire ce qu'il a fait? Est-il en train de faire tout pour que le peuple le haïsse? Je n'arrive pas à comprendre ça. J'ai dit au président, il n'est jamais tard pour se reprendre. Tout ce qui est fait maintenant, les nominations de ceci, les arrestations, ça ne rime à rien. Il faut résoudre le problème de fond. À mes compatriotes, le combat politique, c'est aussi le combat de la patience. L'engagement politique, c'est un engagement risqué, mais qui ne risque rien, n'a rien. Il n'y a pas une fatalité qui nous condamne à croupir sous des régimes de dictature, à croupir dans la misère, à être traités comme si nous étions différents des autres peuples du monde. Nous sommes le peuple que Dieu a créé, comme tout le peuple, comme le Chinois, comme les Européens, les Américains. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous devons nous relever. Et aujourd'hui, nous relever, c'est stabiliser le pays. Stabiliser la Constitution. Il n'y a pas un pays au monde, voyez l'Europe, qui a été stable, qui est connu de progrès, qui a été prospère sans la stabilité. Et la démocratie, c'est la stabilité.
parfaite. Engageons-nous, demandons les élections, elles auront lieu. Disons au président Kabila qu'il a gouverné, l'histoire retiendra ce qu'il a fait et que c'est fini. Voilà, il n'y a pas de solution. Et l'opposition n'est pas affaiblie. Nous sommes forts, plus forts qu'avant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je redis, c'était un plaisir de vous recevoir. À très bientôt. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes toujours au rendez-vous. Je vous retrouve très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Excellente soirée chez vous, excellente journée en cas de rediffusion. Au revoir.